Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle table ronde consacrée cette fois à la biodiversité dans les sols en milieu agricole, voir comment, avec notre panel, elle est un atout pour la qualité et la sécurité alimentaire, voir effectivement comment est-ce que la qualité biologique des sols peut coïncider avec une bonne production, une production de qualité, aussi bien nutritive que pourquoi pas, on le verra, gustative. Donc pour ça, j'accueille Sylvie Avalon, qui est professeure de sciences des aliments et nutrition, directrice adjointe de l'Institut des régions chaudes, Institut Agro de Montpellier. Bonjour et merci d'être avec nous. Didier Barral, qui est viticulteur en polyculteur à Faugères, donc pas très loin d'ici. Et Alain Broman, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, à l'IRD. Donc vous êtes conseiller sol et terre auprès de la direction scientifique et membre du comité d'administration de l'AFES, l'Association française d'études des sols. Et vous êtes également écologue spécialiste du sol à l'UMR Écosol. Et enfin, Marie-Thou Guirès, qui est enseignante-chercheuse en sciences du sol à l'ENSAT, l'IGCS Midi-Pyrénées. Alors j'ai fait mon petit travail de décryptage. L'ENSAT, l'École nationale supérieure agro de Toulouse, et l'IGCS, l'inventaire de gestion et conservation des sols. C'est bien ça ? Merci à vous toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc comme je le disais, l'objectif c'est de voir la question de la biodiversité dans les sols et de voir en quoi elle est gage de qualité et de production. Alors, je voudrais commencer avec vous, Alain Broman. Quelles sont les fonctions du sol qui sont essentielles pour garantir une production agricole en quantité et en qualité ? Question large, mais sur laquelle, effectivement, on essaiera de resserrer un petit peu après. Alors, je vais commencer par ne pas répondre à la question. Et je ne suis pas choqué, ça arrive souvent. En essayant déjà de différencier un peu fonction et service, parce que c'est de temps en temps pas tout à fait clair. Si par exemple je parle d'un service de la fertilité des sols, je vais parler du fonctionnement qui est lié par exemple au cycle de l'azote. Et le cycle de l'azote, il y aura la nitrification, il y aura la dénitrification. Donc déjà, c'est des notions qui sont un petit peu... La notion de service est très anthropocentrée, la notion de fonction, elle est liée à des cycles biogéochimiques, donc au sol. Alors, quelles sont les fonctions essentielles ? J'ai envie de dire un peu toutes, parce que si on a une vision anthropocentrée, on va plutôt centrer sur la dynamique du carbone, par exemple, on vient de parler tout à l'heure au niveau de la séquestration. On va parler du cycle de nutriments, parce que c'est la fertilité. On va parler du maintien de la structure des sols, parce que c'est le maintien d'un habitat pour les organismes du sol. On est dans une table ronde sur la biodiversité, donc c'est un point important. Donc il y a aussi la régulation des ravageurs, parce que c'est un point aussi important pour l'agriculture. Donc on sait les 4 fonctions qui ont été établies par un Kibble-White en 2008 et qui me parle maintenant. Peut-être que mes collègues auront d'autres fonctions à mettre dedans, mais ces 4 fonctions-là me semblent assez intégratives sur l'agriculture. Maintenant, si j'étais dans un domaine forestier, j'aurais aussi d'autres problématiques. Alors là, comme on est plutôt question production, on va effectivement faire un focus sur l'agriculture. Biodiversité, agriculture, quantité de production, qualité de production, c'est pas forcément inné, ça coûte pas forcément de source. Où est le lien ? S'il y en a un. Alors c'est une question qui n'est pas pour l'instant complètement résolue. Est-ce qu'il y a un lien direct entre qualité des sols, santé des sols et production végétale ? La notion alors je vais faire un petit peu d'histoire, parce que la notion de fertilité, qualité des sols et santé des sols n'ont pas le même historique et pas le même background. Avant, on a commencé par parler de fertilité quand on est sorti de la guerre de 1945, qu'on a voulu effectivement nourrir le monde. Donc la fertilité, on a considéré le sol plutôt comme un support effectivement chimique. On sortait quand même... et donc on a plutôt axé sur le fait de qu'est-ce qu'il fallait ajouter au sol. Donc c'est une version que je dis souvent un peu médicale, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous manque, et on vous ajoute ce qui vous manque. Il me manque de l'azote, il me manque du phosphore, il me manque du potassium. Voilà. Donc après a émergé la notion qu'on a considéré que le sol pouvait rendre plusieurs services. Donc cette notion de service écosystémique a émergé à peu près dans les années 80-90. Et là, on a parlé de qualité des sols parce qu'il fallait effectivement renseigner ces services. C'est-à-dire il fallait savoir. Et donc la notion de fourniture de biomasse végétale n'était plus le seul service. Il y avait aussi la séquestration du carbone, la filtration de l'eau, le paysage aussi. Il y avait aussi des services, je veux dire, touristiques qu'on pourrait associer au sol. Donc là, il a fallu avoir des indicateurs qui étaient un peu plus englobants que juste d'avoir des indicateurs de fertilité.
Après, il y a eu justement, comme on est dans la table ronde biodiversité, l'émergence du concept de sol vivant. Alors je parle d'émergence, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait c'est une notion assez vieille en fait, mais qui a été complètement mise sous cloche pendant la révolution industrielle, parce qu'avant les sols vivants c'est quelque chose dans les années 30 dont on parlait avant. Et donc cette notion de sol vivant a fait qu'on est passé d'un écosystème à un socio-écosystème aussi. C'est-à-dire que l'homme aussi est rentré aussi dans la photo du sol. Et ça, c'est un point important parce qu'en termes d'indicateurs, il fallait donc des indicateurs à la fois agronomiques, écologiques et puis sociaux aussi. Donc, par exemple, si vous changez de pratique, il faut savoir aussi si c'est bon pour le sol, mais si l'agriculteur il a le temps aussi de faire ces nouvelles pratiques, qu'est-ce que ça va impliquer sur sa vie de famille, ou qu'est-ce que ça va impliquer en termes de séquestration du carbone si son champ il est loin ou pas. Donc là, il faut avoir des indicateurs beaucoup plus globaux et des indicateurs biologiques pour la santé des sols. En tout cas, si je vous comprends bien, on va dire que depuis l'après-guerre, on avait une version très chimique du sol. C'est un support sur lequel on apporte des amendements chimiques, effectivement, pour le nourrir, voire pour le penser. Aujourd'hui, on a plus une approche biologique de la chose, effectivement, en se disant il faut un bon état biologique du sol pour envisager une production agricole en quantité et en qualité. Oui, mais par contre, on n'est pas capable de dire si, par exemple, une meilleure biodiversité implique forcément une meilleure production végétale. Parce que c'était un peu le sens de votre question. Ça, en fait, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, les milieux les plus fertiles ne sont pas forcément les plus divers. Et les milieux, je prends une forêt, par exemple, ce n'est pas forcément un milieu extrêmement productif. Mais c'est un milieu qui cyclise énormément ces éléments. Mais c'est un peu la référence qu'on a, nous, en termes, quand on parle de milieux, disons, stables. Donc, en fait, c'est le concept de durabilité, je pense qu'il faut mettre dedans dans le concept de santé des sols plutôt que le concept de fertilité en soi. C'est-à-dire, est-ce que mon système il sera viable dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être avec une autre culture, peut-être avec une autre pratique. Parce que pour l'instant, lier biodiversité et puis production végétale directement sur l'année n'a pas pour moi un sens tout à fait. La fertilité, c'est pas évident, elle provient des 10 ans, des 20 ans, de l'arrière-effet de toutes les pratiques qu'on a fait. Alors prenons un peu de hauteur par rapport à la biodiversité, parlons plutôt de qualité biologique. En quoi est-ce qu'effectivement la qualité biologique, pour le coup, peut effectivement accompagner une agriculture de qualité et de quantité? Alors je vais reprendre la notion de fonction. Par exemple, prenons la fonction du cycle de nutriments, l'azote, parce que ça a été quand même un point de polarisation assez fort après la boyale. Tout le cycle de l'azote est lié aux micro-organismes. Je veux dire, c'est micro-organismes orientés, la dénitrification, la nitrification, la fixation de l'azote, tout ça, c'est des micro-organismes qui le font. Le cycle du phosphore, je dirais presque à 80%, ça vient des micro-organismes. La dégradation de la litière, donc la matière organique, ça vient de la chaîne trophique. Alors quand vous introduisez par exemple un fertilisant chimique, vous enlevez tout ce système de chaîne trophique, c'est-à-dire pour qu'une litière devienne un élément inorganique, il faut toute une chaîne, il faut des champignons, il faut des copépodes, il faut des millipèdes, il faut toute une chaîne trophique qui n'est plus utile si vous mettez un intrant chimique. Donc en fait, ce changement de paradigme d'agriculture qui s'est fait en 1945 a squeezé quelque part la faune du sol. On n'a eu plus besoin de s'y intéresser parce qu'en fait, on remplissait ces fonctions-là par d'autres possibilités qui étaient effectivement, comme vous avez dit, qui était le paradigme chimique du sol. Donc maintenant, revenant dans un concept biologique où on parle d'intrants justement plus organiques, et ben là, il faut réhabiliter toute cette chaîne toutes ces chaînes trophiques qui va permettre justement d'alimenter la plante. Donc c'est vraiment très très lié. Sylvie Avalon, est-ce qu'on peut faire une différenciation ou au contraire arriver à voir dans quelle mesure est-ce que la qualité biologique d'un sol ou le fait qu'on lui amène des intrants chimiques est de nature à différencier ce qu'on est susceptible d'obtenir en cultivant le sol en question? Alors en fait, il y a des méta-analyses qui ont été faites parce que les résultats ne vont pas tous dans le même sens, donc pour essayer de voir où sont les tendances. Et il y a un travail assez intéressant justement de compilation de plusieurs revues, d'articles, qui a montré que quand on utilise par exemple du NPK, donc l'azote, le phosphore et le potassium, en fait on va surtout booster en fait le métabolisme primaire des plantes. Donc on a tendance à les faire et des aliments, par exemple des tomates, des pommes, etc. On va avoir tendance en fait à avoir des fruits
fruits qui vont être plus gros parce qu'on booste en fait le métabolisme primaire et donc on augmente le rendement. Par contre, donc on va avoir un rendement plus élevé, mais ça ne veut pas dire que la densité nutritionnelle des aliments sera supérieure. Bien au contraire, il y a une notion de dilution en fait de certains nutriments qui peuvent être intéressants, comme par exemple les minéraux et les vitamines et les antioxydants, donc qui sont vraiment importants pour la nutrition de l'homme et sa santé. Et donc en fait, quand on compare pour 100 grammes d'aliments, en fait, il y aura un effet dilution parce qu'on booste uniquement le métabolisme primaire. Alors par contre, quand on a des pratiques plutôt agroécologiques, quand on va avoir donc des insectes, des maladies voilà, qui vont attaquer la plante, on sait qu'en fait la plante va mettre en œuvre des mécanismes de réponse en fait, pour se défendre. Et il y a notamment dans toutes ces cascades d'événements beaucoup d'antioxydants qui sont fabriqués et même des vitamines. Et donc en fait en agriculture biologique, on aurait tendance à avoir plus d'antioxydants et de vitamines pour 100 grammes d'aliments. Par contre, ça c'est vrai quand on mange des produits frais. À partir du moment où on va faire de la transformation, si par exemple vous comparez une sauce tomate avec une tomate fraîche, eh ben en fait ces tendances ont tendance, enfin ça se réduit en fait. Donc la réponse n'est pas unique. Donc on comprend bien effectivement que sur un sol de qualité, on obtient peut-être moins de rendement, mais de meilleure qualité. Oui, une densité en fait nutritionnelle et aussi une densité de goût parce que les arômes et les saveurs sont aussi dans les métabolites secondaires. Et c'est vrai que vous voyez bien dans les boutiques biologiques, souvent quand vous achetez des pommes, les pommes par exemple sont souvent plus petites en fait que quand on est issu d'agriculture conventionnelle. Alain Breman, c'est une vraie invitation, ça à mieux connaître son sol effectivement pour savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre. Oui, donc je trouve que c'est très intéressant ce lien effectivement agriculture biologique et qualité nutritionnelle, parce qu'en fait, moi, ça me fait penser à toute la sélection variétale, parce que c'est vrai que c'est un point sur lequel on ne vient pas souvent, mais si on veut changer le système, il va falloir aussi changer le mode de sélection aussi des végétaux. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les végétaux sur leur aptitude à répondre à la fertilisation. On n'a pas sélectionné les végétaux sur le fait qu'ils pouvaient justement être aptes à avoir des bas conditions d'azote ou des bas conditions de phosphore. On a fait un projet, enfin, c'est pas moi qui l'ai projeté, mais j'ai participé à un projet Perfcom, par exemple, sur du blé dur. Et on avait sélectionné avec l'INRA du blé qui était capable de pousser à des bas niveaux de phosphore. Mais c'est extrêmement compliqué de mettre après cette plante, de la rentrer dans la législation, parce que là, il y a tout un processus administratif extrêmement compliqué. Et donc, il y a une espèce de barrière un peu, pour l'instant, administrative, peut-être pas que, mais là je suis peut-être pas assez calé là-dessus, mais il y a pour que on puisse effectivement avoir des végétaux qui répondent mieux à des carences qu'on va avoir avec le changement climatique et puis aussi en passant par des fertilisations qui ne seront plus que minérales, quoi. Alors, on a entendu déjà sur cette table ronde, mais aussi dans d'autres que j'ai eu l'occasion d'animer, effectivement, tout l'intérêt de mieux connaître son sol, effectivement, pour pouvoir mieux l'enrichir, pour pouvoir qu'il séquestre plus de carbone. En l'occurrence, là, on est là pour voir comment est-ce qu'il peut produire plus et mieux. Du coup, ça pose la question, effectivement, de mieux le connaître. Je crois que vous avez mis en place un outil, si vous pouvez nous en parler, Biofonc Tool, qui était une analyse fonctionnelle, en fait, du sol. En fait, je suis parti du constat que quand on regardait un sol, enfin quand on mesurait un sol, on mesurait des stocks. J'en parlerai un peu demain aussi. Mais on mesurait la quantité de carbone, la quantité de vers de terre, la biomasse microbienne, la quantité de phosphore. Donc en fait, c'était une notion un petit peu quantitative. Et je dis souvent, plus il y en a, c'était un peu monsieur plus, plus il y en a, mieux c'est, quoi. Et en fait, ça ne correspondait pas, moi, j'ai un passé tropical, parce que j'ai passé quasiment 20 ans hors de France. Et dans les sols où j'étais, par rapport à cette référence-là, ils étaient pourris, quoi. Donc, ils étaient à 0,8% de carbone. L'azote, j'arrivais même pas à le mesurer. Et pourtant, vous allez dans une savane comme la savane de Lamtaux, elle fait 10 tonnes à l'hectare en termes de biomasse. La savane de Lamtaux, c'est où ? C'est vous avez raison. Oui, parce que ça ne coule pas de source. Exactement, ça ne coûte pas de source. C'est une savane arbustive qui se trouve donc en Côte d'Ivoire. D'accord. Il faut savoir que les savanes, c'est quand même 20 à 25% des biomes terrestres, donc c'est pas nul. Et c'est un des systèmes les plus productifs du monde, malgré des caractéristiques de sol qui ne correspondent pas à la référence qu'on avait ici dans les milieux tempérés.
Donc je me dis, il faut que je change de référentiel. Donc en fait, parce que c'est des systèmes où les flux sont plus importants que les stocks. C'est-à-dire, il faut savoir quand est-ce que la plante a besoin aussi de minéraux, quand est-ce que la plante, en fonction de son stade phénologique, elle n'a pas forcément besoin tout le temps d'avoir de l'azote, du phosphore. Elle en a besoin, bon, on le sait tous, plus au moment de la germination par exemple. Donc je me suis intéressé en me disant, il faut peut-être changer un petit peu de critères. Au lieu de mesurer des stocks, mesurer des fonctions qui intègrent, et les fonctions sont portées par cette biodiversité. Donc, je parlais du cycle de l'azote qui est porté par les micro-organismes, la dynamique du carbone qui est aussi portée par la faune du sol. Donc, je me suis intéressé à des indicateurs qui pouvaient prendre en compte donc, ces fonctions. Et donc, j'ai ciblé 3 fonctions, dynamique du carbone, cycle de nutriments et maintien de la structure du sol. Et j'ai développé 2 à 4 indicateurs par fonction. Ce qui me permet après d'avoir une espèce de vision fonctionnelle du système sol. Après, l'agriculteur, il peut dire, tiens, moi, je suis plus dans la dynamique du carbone, je veux plus stocker, donc on peut regarder comment ces pratiques, elles vont permettre de stocker, ou plus dans la fertilité, ou est-ce qu'il est plus sensible au maintien des habitats. C'est pour ça que je ne fais pas forcément de pilotage, mais c'est un copilotage qu'on peut faire après avec l'agriculteur en fonction de lui, de ses desiderata, quoi. Sylvie Avalon, les indicateurs, enfin en tout cas le style d'indicateur dont vous parle Alain Broman, est-ce que c'est justement ce qui vous permet effectivement ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'un sol qui a une bonne qualité biologique est un sol qui produit des éléments de meilleure qualité? Est-ce qu'on a des indicateurs par rapport à ça, ou est-ce que c'est quelque part juste une logique? Parce que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que je serais tenté de dire, là pour le coup, contrairement à nom de la savane, ça coule un peu de source de se dire que plus on booste la production avec des intrants chimiques, plus on va avoir des aliments délavés, et à l'inverse, plus on est dans le bio, plus ce sera concentré. On a des indicateurs scientifiques par rapport à ça? Alors, des indicateurs globaux, non, mais on sait que sur certains éléments, si ils ne sont pas présents en fait dans l'écosystème, ils ne seront pas présents non plus donc dans les aliments. Et en fait, il suffit pas uniquement donc d'apporter du NPK. Par exemple, pour l'iode, en fait, on sait très bien qu'il y a des zones en France, en Suisse, en fait, dont les sols étaient lessivés. Et donc, en fait, on a des aliments qui sont dépourvus d'iode lorsqu'on les cultive à ces endroits-là, alors que dans d'autres régions, ils seront présents. Et donc, en fait, si on a une agriculture uniquement centrée sur le NPK, mais on n'apportera pas ces éléments. Mais là, je parle que d'un élément, mais en fait, des minéraux, on en a besoin de toute une batterie. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir aussi une diversité d'éléments minéraux disponibles dans le sol, et parce que les sols d'origine en sont parfois dépourvus. Il y a par exemple en Chine une région qui était dépourvue de sélénium, et du coup, les populations sur place avaient des problèmes cardiaques voilà, dans la région de Quechan. Et donc, on voit bien que si on n'apporte que du NPK, on entretiendra aussi les carences des gens sur place s'ils ne mangent que localement. Donc ça veut dire qu'il faut apporter, en fonction des endroits où on se porte, effectivement, malgré tout, des amendements chimiques. On ne peut pas simplement s'en remettre à la qualité biologique du sol. Non, mais si vous apportez du compost et d'autres sources organiques, du fumier, en fait, vous allez booster le sol dans son profil minéral complet et pas uniquement un ou deux éléments. Par contre, si vous apportez que du NPK, il n'y aura que du NPK. Alors, je t'entends beaucoup parler de minéraux. Oui. Il se trouve qu'on est sur une table ronde où on est censé plutôt parler de qualité biologique. Donc, c'est vrai que je me pose la question le lien entre les deux. Est-ce que ce sont vraiment deux choses qui fonctionnent en silo, d'un côté le biologique, de l'autre le minéral, ou est-ce qu'il y a un lien entre les deux qu'on peut établir? Dans le corps humain, les animaux font leur travail dans le sol, mais après nous on a notre intestin qui fait à nouveau son travail pour libérer des éléments, qu'ils soient minéraux ou organiques, et les besoins de l'homme sont complexes. On a besoin de beaucoup de nutriments variés, que ce soit les lipides, mais aussi les vitamines, les minéraux. Non, en fait c'est simplement que le sol, dans sa composante chimique minérale, a cette contribution. Si en fait les éléments ne sont pas présents dans le sol, eh ben, ça crée vraiment des carences, et on a observé ça dans des régions du monde sur le long terme avec des vraies maladies à cause du sol. Mais ça, c'est vrai quand on ne mange que localement, ce qui n'est pas notre situation. Oui, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui dans notre société occidentale, en tout cas. On mange des aliments qui viennent de partout, donc on est beaucoup moins dépendant de notre sol. Oui, c'était juste une parenthèse. Quand vous parlez d'inorganique et d'organique, justement, la biologie du sol, ça sert à ça. Ça sert à transformer l'organique en inorganique. Donc effectivement, ce lien, il est justement très fort, et sans la biologie, l'organique resterait sous forme d'organique. Donc c'est un point important. Donc une bonne diversité peut apporter aussi, effectivement, avec des éléments plus complexes que le NPK, mais il faut aussi un élément de transition qui s'appelle la biologie pour transformer les deux.
Alors Didier Barral, vous qui êtes agriculteur, viticulteur, comme je le disais, comment est-ce que vous faites le lien justement entre l'aspect organique et l'aspect inorganique sur votre exploitation? Moi, quand on m'a présenté à vous, on m'a dit, vous verrez, il est iconoclaste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un agriculteur iconoclaste? Alors, moi, j'utilise que de l'organique. Parlez bien près du micro. Moi, j'utilise que de l'organique. Au départ, on a commencé avec du fumier. Maintenant, on est plus sur du BRF. Mais comme mais pas... BRF, vous pouvez juste rappeler l'acronyme broyat. Donc, en fait, ce sont des branches broyées. Merci. Le bout de branche des arbres qui sont broyés, qui sont récupérés par les élagueurs. Donc on amène de la matière organique, ça fait éponge, et puis surtout ça empêche l'eau de ruisseler. Parce que le temps que ça traverse, ça crée un labyrinthe, donc l'eau elle n'a pas le temps. Elle est d'abord épongée. Parlez bien près du micro. Elle est d'abord épongée. Tout autant que vous êtes. Elle est d'abord épongée, et en plus, ça crée un labyrinthe, et elle met du temps à arriver au sol et à ruisseler. Donc on récupère 90% des eaux de pluie. Et ça, c'est l'élément le plus important, parce que s'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de vie dans le sol, quoi. Bon, alors ça, dites-moi, mettre du fumier et maintenant du BRF, c'est pas très iconoclaste. Ça va quand même un peu plus loin que ça, j'imagine. Alors, on en met de grosses quantités. Et en fait, le problème, c'est qu'on a des difficultés à en trouver. Parce que les fabricants d'amendements organiques industriels monopolisent tous ces déchets. Et ensuite, il faut le mettre. Et pour le mettre, c'est assez compliqué parce qu'il faut rentrer dans les terres avec des pelles, avec des remorques. Et c'est long parce que si vous mettez par exemple des branches broyées sur un sol, vous avez des résultats 5 ou 6 ans après. C'est pas rapide comme résultat. Et le fumier, c'est plus un fertilisant. Donc comme nous, on veut surtout nourrir le sol et moins nourrir la plante, donc on met juste un quart de fumier et le reste, c'est des branches broyées. Mais ça met du temps à se mettre en place et l'équilibre est très long à trouver. Et au bout d'une dizaine, quinzaine d'années, nous, on l'a retrouvé effectivement sur le goût du raisin, mais on l'a aussi retrouvé sur les fermentations du vin pendant la vinification qui se passe tranquillement. Il y a beaucoup moins, même je dirais quasiment plus de problèmes de fermentation. Alors qu'au départ, on avait, comme tout le monde, des problèmes de fermentation, des déviations. Et depuis qu'on a mis en place ce système, alors il y a d'autres choses qu'on a mis en place, mais cette nourriture du sol par la matière organique, c'est-à-dire qu'on rejoint les sols forestiers, parce que la plante c'est une liane, et donc elle a les pieds, elle a les racines sous les feuilles des autres arbres. Donc il faut essayer de lui recréer cette litière, ce biotope primaire. Et la seule façon, c'est d'amener de la matière organique, mais surtout végétale. C'est un peu comme le rosier. Le rosier, il n'aime pas qu'on y pisse dessus, il meurt. Et donc, la vigne, c'est un peu pareil. C'est plutôt une plante végétale. Donc, il faut de la matière organique végétale. Après, on a inclus un troupeau de vaches, parce qu'au départ, il y a longtemps, on est en 91, j'achète un cheval pour labourer, et chaque fois que je vais voir le crottin de cheval, sous le crottin, il y a des vers de terre. Donc, je me dis, c'est une bonne chose. Donc, je dis à mon père, on va mettre du fumier partout. Mais du fumier en camion, pas des granulés. Et donc on commence à mettre du fumier, et sous les plaques de fumier, je ne trouvais pas de vers de terre. Et comme je n'ai pas fait d'études, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Et en fait, c'est tout simple, c'est que les muqueuses du ver de terre sont très sensibles. Et dans le fumier, il y a de l'ammoniac, de l'urine. Et c'est cet ammoniac qui le brûle. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait mettre les vaches directement dans la vigne pour pâturer. Et dans la bouse de vache, les vers de terre remontent pour se nourrir et ils s'y reproduisent. Alors, est-ce que j'ai pas bien compris, il y a quelque chose que je n'ai pas suivi. En quoi le fait d'amener les vaches sur l'exploitation viticole change la donne par rapport à l'urine dans le crottin? Enfin, en l'occurrence, dans les bouses. Parce que c'est la bouse, en fait, parce que l'animal, quand il est en totale liberté, qu'il n'est pas enfermé, il fait la bouse ici, il urine là-bas, jamais au même endroit. Et dans la bouse, les vers de terre remontent pour s'y nourrir, et donc c'est un lieu de reproduction. Et donc ça favorise la reproduction du ver de terre. En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la production de fumier, entre guillemets industrielle, où tout se mélange, n'est pas propice effectivement à l'émergence de ce bienfaiteur qui est le ver de terre. C'est propice à la fertilité de la plante, mais pas de la complexité du sol.
Donc vous, ça veut dire aujourd'hui que dans vos vignes, vous faites venir des bêtes. Alors on a un troupeau qu'on a adapté au nombre de parcelles, donc on passe 2 fois, on va commencer là quand les feuilles vont tomber vers fin novembre, et après on repasse à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril quand les bourgeons sortent. On passe 2 fois en fait. Et ça pose pas de soucis, les bêtes font pas des ravages. À votre avis, ce sont des modes de culture qui peuvent se disséminer, qui peuvent essaimer quelque part? Alors par exemple, il ne faut pas intégrer un troupeau au moment où c'est qu'elles sont dans les vignes. Si vous intégrez un taureau à ce moment-là, et ils vont se battre avec... Donc on a compris, on l'a fait une fois, on a compris qu'il fallait le faire juste après, au mois de mai par exemple, quand elles ne sont plus dans les vignes, quand elles sont dans les bois ou dans les prés. Donc ça on a compris, il suffit d'une fois, on comprend de suite. Sinon après elles n'ont aucun intérêt à abîmer les souches. La seule chose qu'elles peuvent faire aux souches, c'est manger les sarments, parce qu'elles mangent le bout des sarments, et se frotter. Donc on a été obligé de fabriquer des espèces, enfin tout le monde connaît Nicolin à Montpellier, donc sous les nettoyeuses, ils ont des rouleaux comme ça, vous savez. Et donc on a récupéré ces rouleaux et on les plante droit comme ça, et ils viennent se gratter au rouleau, ils se grattent quasiment plus aux souches. Et donc on a un nombre adapté d'animaux au nombre d'hectares. Donc on a à peu près 60 vaches, et donc elles ne sont pas vermifugées, parce que si elles sont vermifugées, on perd tout le bénéfice. Donc il a fallu démarrer d'un troupeau semi-sauvage. C'est un peu compliqué parce qu'après pour les attraper c'est un peu... Et donc maintenant on a intégré petit à petit un taureau plus cool, quoi, plus tranquille. Mais au départ, parce que tous les troupeaux sont vermifugés, il faut savoir. Il faut savoir que la biodiversité elle décline parce qu'on utilise des pesticides dans les grandes cultures et on utilise des vermifuges sur les animaux. Et les vermifuges, malheureusement, quand on voit des animaux dans une prairie, on ne sait pas, mais ils sont vermifugés. Donc ça tue les coléoptères, ça tue tout ce qui vient pondre, tous les diptères, tout ce qui vient pondre. Les auxiliaires aussi, les vers de terre, etc. Ah oui, également. Oui. Et eh ben, tout ce qui va dans... Eh bien oui, bien sûr. Petite question, parce que vous êtes entouré de scientifiques. Aujourd'hui, quand on vous écoute, alors vous êtes vraiment dans le pragmatique, vous êtes sur votre champ, enfin vos cultures tous les jours. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir synthétisé dans vos pratiques tout ce qui se dit autour de vous sur cet équilibre entre le minéral, le biologique, la biodiversité? Vous amenez des bêtes? Disons que c'est mon fils est en train de faire des études, comme les gens qui sont autour de moi, et je lui dis ne va pas trop loin, quoi, parce que on va te perdre, quoi. Non, mais c'est sérieux. Vous estimez que vos voisins sont perdus? Ben, ils sont pas perdus, mais ils font des études et des études, et je dis pas que ça sert à rien, mais nous, on a besoin d'autre chose, quoi. Il faut qu'on nous donne des solutions concrètes, avec des analyses, on fait des fois des analyses, mais personne ne nous dit ce qu'il faut faire, ou personne n'a de solution miracle. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, donc peut-être que c'est plus la peine de chercher, quoi. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que la nature, elle se rééquilibre toute seule. Donc, il faut que nous, on aille chercher ce qui se passe dehors, dans la forêt, pour le ramener. En l'occurrence, chez moi, c'est la vigne. Mais c'est compliqué parce que les cochons, quand c'est sec, ils échappent, et vous voyez. Donc, il faut comprendre ces animaux, savoir pourquoi, à quel moment ils grattent, pour pas trop abîmer le sol. Mais on arrive à créer un écosystème à l'intérieur qui est bénéfique pour le sol. Et c'est vrai qu'on a des populations de vers de terre qui sont vraiment montées, quoi. Alors après, c'est toujours pareil. Le ver de terre, pour moi, il est essentiel parce que la racine de plante, pour descendre en profondeur, il lui faut de l'air. Un sol compacté, les racines, elles remontent. On le voit quand on arrache des vignes. Si la racine est comme ça, effectivement, c'est que le sol est compacté. Si les racines sont plongeantes, c'est que le sol était aéré. Donc si le ver de terre a disparu de la culture, il n'y aura pas d'air et de circulation d'air. Et donc la circulation d'air favorise la pénétration de la pluie et surtout la reproduction des mycorhizes. C'est un élément qui a été oublié mais qui est hyper important, qui multiplie la surface racinaire par 1000. Et donc un sol sans mycorhizes, c'est 1000 fois moins à manger, mais pas en quantité, en qualité. Donc si on parle de nutriments, à mon avis, la mycorhize est essentielle. Et donc pour la favoriser, il faut de l'humidité. Donc on revient à la matière organique.
Alain Broman, quand on écoute Monsieur Barral, il nous dit clairement qu'effectivement, il sent qu'il y a une déconnexion entre le monde dans lequel il vit et le monde de la recherche, ou en tout cas de la science. Est-ce que vous, à l'inverse, quand vous l'écoutez, vous visualisez effectivement tout ce qu'il a mis en place comme étant autant d'expériences grandeur nature de ce que vous voyez dans vos laboratoires? Oui, bon, d'abord, j'ai trouvé ça assez passionnant. Mais bon, vous utilisez des BRF. Le BRF vient de l'université de Laval, qui est un prof. Voilà, et il ne savait pas quoi faire des poteaux télégraphiques qu'ils avaient au Canada. Et donc, ce prof-là a eu l'idée de les utiliser. Donc, quelque part, vous utilisez quand même quelques résultats de la recherche. Ils n'étaient pas traités, les poteaux? Alors, c'est une bonne question, je ne crois pas. Peut-être qu'ils étaient traités, mais peut-être que... Oui, c'est une bonne question. Je ne peux pas... je sais pas si les poteaux... Un peu de cresotte. Il fait froid, oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Olivier. Donc, tu me sors d'un traquenard. Mais voilà, donc ça montre l'intégration de la polyculture élevage. Ça a été en fait quelque chose qui était assez connu depuis assez longtemps, hein, effectivement. Et je crois que c'est Sébastien tout à l'heure qui disait aussi que peut-être qu'il fallait avoir une intégration à ce moment-là. C'est difficile pour un agriculteur de faire de la polyculture élevage maintenant parce que c'est très contraignant de faire de l'élevage. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est vos vaches ou c'est des vaches de quelqu'un d'autre Non, c'est nos vaches. D'accord. Et non, parce que les vaches des voisins elles sont vermifugées. Eh oui. Donc voilà. Donc il faut être... il faut que vos voisins fassent la même chose que vous, en fait. C'est à mes voisins qu'il faut aller parler. Hein. Voilà, donc voilà, on peut pas avoir ce rôle-là. Mais donc, de toute façon, c'est une problématique qu'on a en agroécologie, c'est aussi d'intégrer les savoirs autres qu'académiques. On produit, nous, des savoirs, mais il y a des savoirs locaux qui sont extrêmement intéressants. Et pour l'instant, je pense que la recherche a à faire cet effort pour intégrer d'autres savoirs que ces produits. Parce qu'on arrive avec des solutions peut-être un peu toutes faites de temps en temps, qui ne sont pas en adéquation avec la réalité de l'agriculteur. Moi, si j'ai fait Biofunctool aussi, c'est parce que je voulais d'abord, éviter le côté analyse de sang du sol. C'est-à-dire, on prend du sol, on l'envoie à un laboratoire. L'agriculteur, il a une espèce de fiche type, hein, comme on retrouve une analyse de sang, puis on disait, ouais, et qu'est-ce qu'il fait avec ça, quoi? Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais avec dans le champ, je fais les trous avec eux. Alors, de temps en temps, les agriculteurs ne font pas tant de trous que ça. Et donc, de voir, par exemple, juste l'enracinement, le degré d'enracinement, le degré de compaction. Parce qu'un des points, par exemple, de l'agriculture biologique ou de l'agriculture de conservation, c'est qu'on a redonné de l'hétérogénéité au système. C'est-à-dire qu'avant, avec le labour, on homogénéisait le système. Et donc, ça pose un problème. De temps en temps, là, j'étais dans le Gers avec du sorgho. Il y avait du sorgho qui était comme ça, puis du sorgho qui fait 3 mètres. Et ça posait un problème. Et ben, en faisant 2-3 manips d'infiltration de sol, comme ça, on a vu tout de suite qu'il y avait un problème de tassement. Bon, je pense qu'il le savait un peu, mais donc ça lui a permis, disons, de confirmer ses premières impressions. Et ça, c'est extrêmement novateur pour nous parce que ça nous permet effectivement de croiser nos regards. Et de temps en temps, quand on a des résultats qui ne vont pas dans le sens que l'agriculteur voudrait, par exemple, si on compare une agriculture biologique à une agriculture plutôt traditionnelle et que dans la structure traditionnelle, on trouve plus d'activité biologique, donc ça ne lui va pas en général, eh ben, on peut trouver après des éléments qui n'ont pas été dits sur la pratique agricole. Donc voilà, moi je crois à cette hybridation des savoirs, mais qui reste encore un peu théorique, mais qui à mon avis sera peut-être une manière aussi de retrouver du lien entre agriculture et recherche, quoi. Sylvie Avalon, j'aurais voulu revenir avec vous sur un point parce qu'on a entendu tout à l'heure Didier Barral nous dire que en fonction des moments, donc le goût de son raisin pouvait changer. On a parlé de la densité nutritionnelle avec vous tout à l'heure, vous nous avez éclairci ce dont il s'agissait. Alors quand on parle de quantité, quand on parle de qualité, quand on parle de densité nutritionnelle, est-ce qu'on peut se dire que le sol en tant que substrat, support sur lequel on fait croître effectivement les plantes, et aussi de nature, selon la manière dont il est, selon sa qualité, est-ce que la nature a influé sur le goût? C'est la qualité gustative en fait des aliments. Oui, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Dans la mesure où on booste un métabolisme qui est pour l'expansion, en fait, on va avoir des goûts, des saveurs, des couleurs en fait. Et il y a des antioxydants qui sont augmentés, par exemple en agriculture biologique, qui ont un rôle dans la couleur, donc dans la couleur du vin, avec toutes les gammes, les anthocyanes, les flavonoïdes, etc. Donc bien sûr, vous allez jouer sur la composition biochimique et la physico-chimie des produits qui en découleront.
Et ça jouera sur la texture, ça jouera aussi sur les arômes. Alors du coup, si je vous écoute, ça veut dire que l'agriculture bio est censée produire des aliments plus goûtus. Je vous pose la question parce que c'est une question qu'on entend souvent. C'est est-ce que le bio, c'est meilleur ou pas? Alors, il y a la question pour les sols, d'une part, mais est-ce que c'est meilleur, effectivement, au goût, ou est-ce que c'est un mythe? Alors, je n'ai pas fait une biblio approfondie là-dessus. Alors, le bio, ou tout ce qui est raisonné, en tout cas tout ce qui est, on va dire, plus vertueux que l'agriculture intensive, hein. Moi, j'ai quand même l'impression que les aliments qui sont plus gros, quand on les goûte, en fait, moi, ça m'est très souvent arrivé de goûter des aliments en fait, qui n'avaient pas de goût quand on était plutôt en conventionnel. Et bon, moi, je viens de la Touraine avec des pommes de vigne, etc. Bon, il y a des variétés anciennes qui étaient beaucoup plus petites, mais qui étaient extrêmement goûtues et qu'on trouve même plus d'ailleurs aujourd'hui dans les supermarchés. Donc oui, après, ça demanderait validation, mais moi, j'ai quand même l'impression que dans la mesure où la densité biochimique et la densité nutritionnelle est augmentée, les propriétés sensorielles le sont aussi. Didier Barral, il y a une réalité financière aussi au-delà de tout ça, parce que j'imagine qu'en dépêchant des bêtes sur votre exploitation, vous n'avez pas forcément les mêmes rendements, en tout cas les mêmes pratiques que ce qui peut se passer par ailleurs pour produire beaucoup plus. Ça veut dire que vous arrivez néanmoins à trouver un équilibre économique entre la valeur auquel vous vendez votre production et ce qu'elle vous coûte, en tout cas la quantité dans laquelle vous la vendez. Concrètement, est-ce que le goût vous permet de faire la différence entre la valeur financière d'un produit de grande consommation et le vôtre qui, de toute évidence, est qualitatif? Donc, on cultiverait des salades, on serait mort, quoi. Ça serait pas possible. Je pense que les vaches mangeraient les salades, déjà. Non, parce qu'on les mettrait à un autre moment, mais c'est-à-dire que le vin est un produit un peu différent dans l'agriculture et on peut le vendre cher. Donc si nous, on ne le vendait pas cher, le système ne marcherait pas, sachant qu'en plus, on est en zone défavorisée. Donc par exemple, pour les vaches, moi, je touche 14 000 € de prime, ce qui est peanuts. Et j'ai une copine qui est plus haute, en zone de montagne, à peu près le nombre d'hectares, le même nombre de vaches. Elle a moins de 42 ans, donc elle est jeune agricultrice, elle touche 110 000. Vous parlez quoi de subvention, là, hein? Subvention de la PAC. Et donc avec ça, parce que c'est pas les mêmes zones. Donc si on veut faire de la polyculture, il faut vraiment être motivé parce que selon la zone où on est, ça marche pas, quoi. Et les vaches, quand on vend de la viande, on perd pas de l'argent, mais on n'en gagne pas, quoi. Et donc normalement, la subvention, c'est la marge de l'éleveur. Donc ça peut pas marcher. Heureusement que le vin, on peut le vendre cher. Mais on ferait des salades ou des poireaux ou je sais pas, ou de l'abricot, ça serait pas possible. Enfin, ça serait pas possible. Il faudrait vraiment vendre la viande plus chère et peut-être un peu plus faire intensif, enfin pousser un peu, quoi, avec des sélections, je sais pas. Parce que moi au départ, je savais pas, donc j'avais pris des vaches un peu maigres, vous savez, qui sont un peu osseuses. Et en fait, comme j'ai commencé à vendre de la viande, et ça fait dans chaque fesse 50 kilos de moins, quoi. Et donc 50 et 50, ça fait 100. Donc il faut prendre des vaches avec des grosses fesses, quoi. Mais moi tout ça je ne savais pas au départ. Alors c'est pas que la viande est meilleure, mais c'est du rendement, quoi. Donc au départ on a démarré avec des jerseys parce qu'on cherchait des vaches adaptées à un climat méditerranéen et puis il fallait quelque chose qui cale pas, quoi. Et la jersey c'est un tracteur, ça vit partout, quoi. Et après on a mélangé avec des aurochs, après on a mis des salers et là on a rentré des aubracs. Et donc on arrondit un peu les fesses des vaches, quoi. Quand vous disiez vous avez trouvé où les vaches, c'était où les espèces ou... D'accord. Oui, parce qu'on a réussi, on attendait ce moment-là, on a réussi à trouver un troupeau qui était quasiment abandonné, quoi. Il était dans 10 hectares comme ça, et il y en avait 4 ou 5, et on a récupéré ça, on a démarré là-dessus. Donc, alors on a mis ça un peu, mais après on ne veut pas que ce soit des animaux culards, parce que nous, il faut qu'elles vèlent seules. Parce qu'après, si elles sont trop difformes, qu'elles ont trop de fesses, elles n'arrivent plus à véler. Non, mais il faut savoir que maintenant, les éleveurs, ils font par insémination pour que tout le monde naisse au même moment. Comme ça, s'il y a de la casse, ils sont là pour intervenir. Et il faut que ça dure 10 jours, pas plus. Ils ne vont pas véler pendant... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, l'image d'Épinal du taureau qui saït la vache, c'est l'image d'Épinal. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en général, le taureau, quand il est dans un élevage, c'est pour monter les vaches qui ne se sont pas fait prendre par l'insémination artificielle. Il est là pour celles qui n'aiment pas le truc. Enfin, voilà, quoi.
Oui, non, mais il faut le savoir, quoi, c'est comme ça. Juste pour revenir, c'est peut-être un détail, mais qui n'en est pas forcément un. Qu'est-ce qui justifie la telle différence de subvention entre Parce l'exploitation qu'on est en zone de montagne et nous, on est en zone défavorisée. Alors, défavorisée à quel point de vue? On défavorise, je sais pas, parce que la zone de montagne, en fait, c'est qu'ils veulent pas dépeupler les villages retirés dans les D'accord, donc c'est montagnes. stratégique en fait. C'est politique. D'accord. Mais ça, ça évite la polyculture. Ça va pas de soi, quoi. Vous voyez, et donc c'est quand même un problème pour la biodiversité. Enfin, en tout cas, pour revenir vous sur ma question effectivement initiale que je posais donc à Sylvia Vallone, pour vous, il y a un lien clair effectivement entre les méthodes, la qualité du sol et effectivement la qualité gustative de la production à la fin. Ah ben oui, c'est moi. Vous sembliez douter, moi je doute pas. Hein. C'est clair, quoi. Non, mais d'ailleurs, on attend que vous fassiez une petite dégustation à la fin. Sans parler du vin, on le retrouve dans le raisin et on le retrouve dans la viande. C'est évident. Et on ne peut pas mettre quantité et qualité, c'est pas possible. Ça va pas ensemble. Ça peut pas aller ensemble. Alain Broman, vous voulez dire quelque chose avant que je donne la parole à Marie-Chou Guirès sur l'agriculture biologique. Je vais faire une petite parenthèse, une anecdote. Je regardais à la télé une émission à Élise Lucet, je crois que c'est Complément d'enquête, non, je sais plus. Et donc, il y avait, en fait, c'était deux agriculteurs, c'était vie ma vie. C'est-à-dire un agriculteur biologique allait chez un agriculteur conventionnel et vice-versa. Et donc, on commence par l'agriculteur biologique qui va chez l'agriculteur conventionnel. Et puis, évidemment, ça commence par une séquence de glyphosate, quoi. Hop, on y va. Puis, moi, je regarde un peu, il est sur le tracteur. Puis, je vois, en fait, qu'il rabatte une légumineuse, quoi. En fait, il était sur du semi-direct, l'agriculteur conventionnel. Et, en fait... donc en gros, alors ça peut faire débat, mais en gros dans le semi-direct, on utilise ça une fois par an. C'est quand on rabat, donc les quantités de glyphosate ne sont pas non plus énormes. Après, l'agriculteur conventionnel va chez le bio, qui mange bio, donc il y avait vraiment good guy, bad guy, quoi. C'était vraiment assez... et donc, et lui, toute la journée, tracteur, labour. Et bon, il y a quand même maintenant quelques études qui ont montré que si on compare semi-direct à l'agriculture conventionnelle, donc agriculture de conservation, le semi-direct, et l'agriculture, disons, conventionnelle, quelque part, celui qui a le plus d'impact sur la biodiversité, c'est évidemment l'agriculture conventionnelle, mais après, l'agriculture bio a aussi un grand impact à cause du labour. Le labour, c'est mauvais pour les vers de terre, c'est mauvais pour les champignons, c'est mauvais pour le réseau mycorhizien, c'est mauvais pour le stockage de carbone, on en a parlé tout à l'heure. Alors ça c'est plus controversé. Ah bon, on va continuer alors. Bon, il y a des spécialistes ici, mais disons il y a des méta-analyses ont montré qu'en fait il y a un stockage dans la partie supérieure, mais il y a un déstockage dans la partie inférieure dans l'agriculture de conservation, ce qui fait que sur le bilan sur un mètre n'est pas pour l'instant vérifié sur l'agriculture de conservation. Mais bon, je parle sous l'autorité d'être Sébastien qui pourra me dire ça, mais c'est ce que j'avais lu moi dans les méta-analyses. Bon, en tout cas, donc ça c'était pas mon sujet. Le sujet c'est que voilà, le bio c'est bien, mais en termes sol, ça peut poser des problèmes. Et donc moi je pense qu'il faudrait trouver un bon compromis entre l'agriculture de conservation et le bio, c'est-à-dire faire du bio sans labour, ça serait quand même un peu mieux. Donc voilà, c'était un peu Il y a effectivement différents types de bio, c'est important de le rappeler. Alors, on le disait tout à l'heure lors de la conférence plénière d'ouverture de ces ARB, donc la région Occitanie est une grande région agricole, même si effectivement la métropole de Montpellier est très urbanisée. On a fait le lien là clairement en disant que bonne qualité biologique des sols égale manifestement bonne qualité et bonne productivité des sols. Du coup, je voudrais qu'on voit avec vous, Marie-Chou Guirès, l'état des sols en Occitanie. Je crois que vous avez des cartes effectivement à nous projeter, à nous commenter, pour qu'on voit effectivement la qualité des sols sur le territoire qui nous accueille. Alors, je vais donc effectivement faire état de travaux qui ont été menés dans le cadre d'un projet régional financé par la région qui s'appelle Artisol. Et donc, j'associe à ces travaux, bien sûr, à tous les collègues qui ont participé à l'acquisition de ces résultats, qui sont dans cette première diapositive. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et, oui, on a une petite zappette là. J'ai une zappette. Voilà. Ah, super. Donc, ce que je vous montre là, ce
ce qu'on connaît aujourd'hui de la cartographie des sols en région Occitanie, en fait, c'est l'héritage qu'on a des pédologues, je dirais des 30 à 40 dernières années derrière nous, qui ont travaillé à l'acquisition de sondages, de fausses pédologiques, d'analyse de sol, etc. Et qui ont mis tout ça en base de données et donc qui ont fait des cartes. Et dans le cadre du projet Artisol, on a eu l'opportunité avec les collègues du LISA donc de fusionner la carte qu'on avait d'un côté de Languedoc-Roussillon avec celle qu'on avait en Midi-Pyrénées. Donc on a aujourd'hui une carte, une base de données associée. Donc cette base de données comporte les propriétés des sols dans les différents polygones que vous avez là dans cette carte. Ce document, il est disponible en accès libre sur le lien que j'ai mis là dans ma diapositive. Et d'ailleurs, sur ce lien, vous avez des vidéos qu'on a fait aussi dans le cadre de ce projet, que je trouve pédagogique et qui expliquent justement la méthodologie utilisée dans CRRP. Et voilà, donc je ne vais pas les expliquer ici, ça serait trop long, mais franchement, on a fait un gros travail financé par la région qui mérite là d'être porté à votre connaissance. Alors, ces documents, ils ont bien sûr des limites. La plus grosse limite, c'est l'échelle à laquelle on a fait ces observations, forcément pour rendre compte des sols à une échelle sur un territoire si vaste, forcément on n'est pas très précis. Et donc c'est une échelle qui est au 1/250 millième, ce qui veut dire que entre deux traits sur la carte qui font, on va dire, qui sont espacés d'1 millimètre, sur le terrain ça représente 250 mètres. Donc ça veut dire forcément pas précis. Forcément on ne peut pas représenter une parcelle qui fait moins de, un territoire qui fait moins de 50 hectares et pas visible sur la carte. Et du coup, ce n'est pas un document qui peut être utilisé pour des décisions à l'infracommunal, j'allais dire. Donc on n'a pas le droit de zoomer cette carte jusqu'à arriver à notre parcelle, ça c'est pas possible. Elle est aujourd'hui sur le jet potentiel des sols. Et la question qui nous a été posée, c'était par rapport à l'artificialisation. Donc c'était quels sont les sols à protéger de l'artificialisation pour assurer la sécurité alimentaire de la région Occitanie dans les 100 ans, tout en minimisant l'impact des activités agricoles sur l'environnement. Donc pour créer cet indice, on a travaillé plutôt sur la potentialité des sols à produire de la biomasse, en ayant le moins d'impact possible sur les hydrosystèmes. On a considéré seulement les propriétés des sols qui pouvaient être spatialisées à l'échelle de la région. Et on s'est donc intéressé à une aptitude des sols pour des usages à long terme. C'était vraiment la question qui nous était posée. Donc du coup, on a travaillé uniquement sur les propriétés intrinsèques des sols, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas modifier à notre échelle de temps. Et donc, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que tout le côté biologique du sol, celui-là, on a estimé qu'on pouvait interagir dessus. Et du coup, on ne l'a pas pris en compte dans notre indice de multifonctionnalité. Encore une fois, non pas que ce n'est pas important à nos yeux, mais quand on se positionne sur des stratégies à long terme, on a considéré que c'était des paramètres qui pouvaient être modifiables et donc que ce n'était pas pertinent de développer une stratégie sur ces paramètres-là modifiables. Du coup, donc on a travaillé sur les fonctions du sol. On est parti sur 4 fonctions. La fonction d'habitat physique, donc comment est-ce que le sol offre un habitat physique aux plantes, avec sa réserve en eau, avec sa profondeur, sa charge en cailloux, etc. Encore une fois, des paramètres qu'on ne pourra pas modifier à notre échelle de temps. Des fonctions donc, de fourniture de nutriments, puisque les sols, compte tenu aussi de certaines caractéristiques, ont une fourniture en nutriments pour les plantes. Et ces 2 fonctions répondaient donc au service de production de biomasse, d'aliments, donc de biomasse et de fibres. Donc, 3e fonction, c'était celle de rétention et transfert d'eau et de polluants, donc pour le service régulation des crues et de la qualité et de la quantité des eaux de surface et souterraines. Et 4e fonction, séquestration du carbone, donc dans le service régulation du climat. On a croisé ces 4 fonctions avec 3 usages des sols. Donc l'usage grande culture annuelle, culture pérenne et prairie permanente.
Et on a comparé du coup l'évaluation qu'on avait dans nos sols en Occitanie par rapport à des valeurs seuil vis-à-vis de ces trois usages de sol. Et du coup, on obtient une note, donc 4 x 3, 12, une note sur 12 pour notre indice de multifonctionnalité des sols. Alors avant de voir l'indice total de multifonctionnalité, on peut juste regarder ce service de production de biomasse et de fibres. Et voilà le résultat, donc on obtient une note sur 6, puisque 3 usages et 2 fonctions. Et donc plus la couleur est marron foncé, plus ce service et plus la potentialité des sols d'ici a été estimée satisfaisante. Donc on constate que le grenier à blé de notre région, il est plutôt focalisé dans la partie ouest de notre région Occitanie. D'ailleurs, on en parlera après, mais c'est celle qui va être la plus soumise au changement climatique, certainement. On constate aussi que finalement, ce qu'on voit là, c'est que les productions actuelles sous SICO, là, qui sont les signes officiels de la qualité de l'origine, finalement n'obtiennent pas forcément la meilleure note parce que justement ces SICO sont implantés sur des critères qui sont plutôt des critères de terroir, de qualité, qui ne sont pas celles que sur lesquelles nous on s'était intéressés. Mais par contre, donc, on constate qu'effectivement notre surface agricole aujourd'hui, c'est le graphe, la carte de droite là sur cette diapositive, recoupe assez bien donc la potentialité des sols qu'on a décrite là en région Occitanie. Et si on zoome un peu d'un point de vue un peu plus statistique fin, on constate qu'effectivement là où nous on a trouvé une potentialité assez basse, on trouve que moins de 10% de ces sols là aujourd'hui sont en surface agricole. Et par contre, lorsque notre indice a été estimé entre 3 et 6 sur 6, effectivement, là, on a plus de 80% de ces zones-là en production agricole. Donc, du coup, excusez-moi, pardon. Et si on zoome encore sur les cultures annuelles, sur les grandes cultures, effectivement, on constate que, de la même façon, c'est les barres d'histogramme en marron à droite, là. Globalement, plus notre indice est fort et plus on a de cultures annuelles. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que les sols qui ont obtenu le score le meilleur en termes de potentialité agricole, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus en grande culture. Vous voyez que quand on est à 6 sur 6, on a simplement moins de 25% de culture annuelle. Et ça vient du fait que nos meilleurs sols sont souvent dans les zones alluviales, près des villes, pas très loin des rivières, et c'est justement là qu'il y a une compétition avec l'urbanisation, et donc c'est des sols qui ont commencé à être largement urbanisés, donc voilà, on montre bien là qu'il y a une concurrence sur laquelle il faut qu'on réfléchisse sur nos choix à long terme. Donc voilà, l'indice de multifonctionnalité des sols, il reprend en gros... vu qu'on a favorisé les sols profonds, effectivement, les sols agricoles actuels aujourd'hui obtiennent plutôt des notes de multifonctionnalité potentielle élevées. Donc, on a voulu, à travers cette carte, mettre en avant les zones avec des plus forts indices de multifonctionnalité. On a laissé en blanc les secteurs soit qui sont trop hétérogènes pour pouvoir vraiment quantifier cet indice, soit qui ont moins de 50% de sols à fort indice de multifonctionnalité. Et peut-être aussi pour finir, je voudrais juste vous montrer un autre résultat qu'on a obtenu dans le cadre d'un autre réseau de suivi de la qualité des sols, qui est le réseau RMQS, donc réseau de mesure de la qualité des sols qui là a une maille d'observation des sols de 16 km sur l'ensemble du territoire. Et nous, en Midi-Pyrénées, on a travaillé sur évaluer quels étaient les sites agricoles pour lesquels on avait un écart, on commençait à avoir un écart entre les métaux traces. On a travaillé sur 9 métaux traces que vous avez là, le cuivre, le cobalt, le cadmium, le plomb, le zinc, le nickel et le chrome. Et on constate que notre grenier à blé, là, vous vous rappelez, là, qui était la zone qui est en jaune, là, centrale,
Alors, ce qui est un peu rassurant, c'est que notre grenier à blé, il est j'allais dire, nickel en termes de métaux traces. Effectivement, c'est des sols qui n'ont pas de contamination en éléments traces. Par contre, vous voyez les petits carrés bleus, on en a que 4, mais bon, je n'ai pas besoin de ça, c'est pas grave. C'est des sols en viticulture, donc dès qu'on est en viticulture, on a une anomalie en cuivre. Donc là on voit, alors c'est pas forcément des très fortes teneurs, mais on commence à distinguer des anomalies qui s'éloignent des teneurs naturelles. Et par contre, tous les carrés verts décrivent les sols de prairies, des prairies qui reçoivent potentiellement des amendements organiques. Et ces amendements organiques peuvent être contaminés en cuivre, en zinc, etc. Et donc vous voyez que souvent il y a des carrés verts qui contiennent des petits carrés rouges et qui signifie qu'il y a des anomalies des teneurs, donc qui s'éloignent des teneurs naturelles qu'on va observer dans ces sols. Ce n'est pas forcément des niveaux très importants, on ne peut pas parler vraiment de pollution, sauf sur quelques-uns, il y en avait 4 ou 5 sur 124 sites. Mais quand même, voilà, pour dire que les amendements organiques ont aussi ce côté-là dont il faut avoir conscience. Excusez-moi, Dissémination. comment le cuivre arrive avec la matière organique? Je n'ai pas compris. Dans les déjections animales, vu qu'on donne dans les rations alimentaires, on donne du cuivre et du zinc, on en donne beaucoup plus que ce que l'animal consomme. Du coup, il s'accumule dans les déjections. Merci. Alors déjà, 2 questions avant qu'on va passer le micro dans la salle, effectivement, par rapport à votre présentation. La première, c'est que là, vous nous avez fait un focus donc sur la région Occitanie. Est-ce qu'il existe des études comparables sur les autres régions françaises? À propos de cette qualité des sols? De la dernière diapositive, là. Oui. Oui, les collègues de l'INRA d'Infosol qui managent au niveau national ce programme-là ont sorti des papiers donc, à l'échelle nationale et on arrive effectivement à voir des auréoles de plomb autour des grandes agglomérations. Oui, on arrive à lire effectivement... On y retrouve des choses finalement qu'on y attend aussi parfois. Tout à fait. De ce que je comprends. Tout à fait. Alors ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est que vous disiez effectivement qu'il y avait un maillage qui ne permettait pas une prise de décision au niveau ultra local. Néanmoins, j'imagine que donc l'objectif de tout ça, c'est de guider les grandes décisions des pouvoirs publics. Oui, c'était une demande de la région, donc on a satisfait cette demande qui s'inquiétait un peu de l'urbanisation galopante. Et effectivement, on a confirmé le fait qu'il faut vraiment qu'on protège nos sols qui ont la plus forte potentialité à long terme. Et voilà, c'était un outil qui existait sur l'ex-région Languedoc-Roussillon, et on nous a demandé donc de le prolonger sur toute l'Occitanie pour justement permettre à mener une connaissance des sols dans les SCOT, etc. Mais alors vous disiez c'était pour éclairer donc la question par rapport à des inquiétudes sur l'urbanisation, et en même temps votre projection, me dirait si je me trompe, fait un focus sur les terrains agricoles. Donc ça veut dire l'objectif c'est quoi? C'est d'urbaniser là où ça impacte le moins le monde agricole? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Bon, je pense que certains y verront peut-être une menace. Enfin, ça m'interpelle. Oui, je vous en prie, Madame Vallone. En fait, je voulais juste, avant de donner la parole à la salle, vous m'avez posé des questions sur la qualité des aliments uniquement en regardant la qualité nutritionnelle et sensorielle. Mais en fait, on n'a pas abordé le fait que ces aliments pouvaient être éventuellement vecteurs de métaux lourds ou de pesticides, etc., en comparant avec les différentes pratiques agricoles. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des études épidémiologiques donc, qui suivent la santé des Français sur une dizaine d'années, dont vous avez sans doute entendu parler, Nutrinet, etc., où on suit pratiquement plus de 500 000 personnes sur 10 ans, mais il y a des études équivalentes en Europe. Et en fait, on se rend compte que quand il y a des traces on suspecte le fait que les traces de pesticides soient éventuellement des perturbateurs endocriniens et qu'ils puissent favoriser le surpoids, l'obésité, le diabète. Selon les pays, les réponses ne sont pas les mêmes parce qu'en fait, ils peuvent jouer des rôles d'hormones en fait, dans le corps humain. Et donc voilà, je voulais juste rappeler le fait que la qualité des aliments, ce n'est pas uniquement le goût, la nutrition, c'est aussi d'être sain. C'est aussi effectivement l'aspect sanitaire. Merci de cette précision. Alors, comme je vous le disais, je vous propose qu'on prenne des questions dans la salle, voir si effectivement il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez rebondir.
Non, pas de questions. N'ayez pas peur. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. La preuve, j'en ai posé beaucoup. Mais j'assume. Non, vraiment pas de questions. Bon, et bien écoutez, alors du coup, on va enchaîner tout de suite sur les effets du réchauffement climatique, puisque évidemment, c'est ce qui couvre toutes les tables rondes sur lesquelles on parle depuis ce matin. Et effectivement, voir comment est-ce que ça impacte les sols, comment est-ce que ça impacte leur capacité à être séquestrés, ça c'était tout à l'heure. Et là, comment est-ce que ça impacte la biodiversité, l'état des sols. Et je voudrais avoir votre éclairage. Commençons par vous, Monsieur Broman. Effectivement, comment est-ce que l'augmentation des températures, qui aujourd'hui se font plus que jamais présentes, risque d'impacter la fameuse qualité des sols dont on parle depuis tout à l'heure? Alors c'est un sujet assez complexe, hein. On l'a vu tout à l'heure ce matin, que sur les sols, ça a des effets qui peuvent être négatifs et puis positifs en fonction de la dimension temporelle. C'est des effets aussi qui ne sont pas du même ordre si on est sur un système calcaire, en fonction de la typologie des sols. Parce qu'en fait, c'est un point, je vais répondre à votre question, mais il y a un point quand même que je trouve important de dire sur la biologie des sols, c'est que les sols, c'est un habitat. Et alors c'est facile à dire, mais ça veut dire que c'est aussi une contrainte pour les organismes du sol d'être cet habitat. Bon, il y a tout l'aspect, par exemple, porosité, microporosité, qui est un point extrêmement important parce que même si vous avez un animal qui est capable de manger un autre animal, si l'autre il peut se cacher dans le sol facilement, par exemple, une bactérie peut se cacher facilement, par exemple, dans un micro-canal, dans un micropore, il ne va pas être accessible. Donc en fait, cette notion d'accessibilité est extrêmement importante. Et en fait, le sol, il fonctionne pas parce qu'il y a de la biodiversité, parce qu'il y a de l'interaction de cette biodiversité avec la composante minérale et entre eux. Donc le changement climatique... C'est un système, tout seul, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà, c'est un système interactif. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et en fait, le changement climatique, ça va changer les flux, c'est-à-dire les flux de minéralisation, et ça va changer en fait ce niveau d'interaction qu'il va y avoir entre les différentes composantes du système. Et c'est pour ça toute la difficulté, c'est que et comme on est dans une science assez disciplinaire, c'est-à-dire on va faire l'influence sur les nématodes, l'influence sur les copépodes, l'influence sur les millipèdes, on a du mal pour l'instant à voir ce niveau d'interaction entre les différentes composantes de ce système-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas une réponse oui par non, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir plus de CO2, donc plus effectivement a priori de biomasse végétale, donc il y a plus de minéralisation. Donc le carbone étant la partie énergétique du système, on pourrait penser que ça va augmenter l'énergie du système. Mais les animaux, ils ont aussi une capacité d'action en fonction de la température. On voit très bien que dès que les sols s'achèvent, la faune s'enterre. Donc vous avez en fait, dès que tout le monde qui a fait un trou dans un sol sec, voit qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, et donc on a une faune qui n'est plus active du tout. Donc effectivement, il y a une liaison directe entre augmentation de la température et diminution de l'activité biologique. Ça, on l'a fait avec les expériences FACE là, qu'on disait tout à l'heure ce matin, c'est-à-dire qu'en augmentant la température avec des radiateurs au sol. Ça, on a pu le montrer. Maintenant, il y a un autre équilibre qui va arriver, qui est difficilement pour l'instant quantifiable. On dit souvent le changement climatique, c'est l'homme qui est impacté. Effectivement, l'humanité est impactée, mais les bactéries, elles seront encore là, même s'il y a encore 3,5 degrés. Ce ne sera pas les mêmes bactéries, ou ça sera des bactéries différentes. Moi, je m'intéresse un peu au tardigrade, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le tardigrade, c'est une espèce de... Enfin, je trouve que dans les sols, il faudrait un panda du sol. Parce que pour protéger la biodiversité, il nous faut des espèces, des images un peu iconiques. Donc, on a le panda pour la biodiversité terrestre, mais on n'a rien pour la biodiversité du sol. Donc, voilà, c'est un appel au peuple. Si vous n'avez jamais vu un tardigrade, regardez ça sur Google. Et comment ? Il ressemble, ouais, voilà, un mini ourson. Enfin, ça ressemble surtout à un alien, hein, je trouve, moi. Mais en tout cas, nous, on a fait un jeu des 7 familles qu'on travaille sur avec justement le milieu scolaire. Et chaque fois, donc, je diverge un petit peu. Mais le tardigrade, il répond, lui, il est capable je pense que le changement climatique ne va absolument pas l'impacter.
parce qu'il est capable de résister à moins 80, si vous le mettez à 200 degrés. Il résiste à tout pour l'instant. C'est absolument incroyable. Aux radiations nucléaires. Alors lui, il n'est pas comme le panda par contre. Oui, voilà. Donc le tardigrade, on en aura encore. Par contre, je ne sais pas exactement quelle fonction il a dans les sols. Donc, qu'est-ce que ça va amener, le fait qu'il y ait plus de tardigrades dans les sols? Je ne peux pas encore vous répondre à ça. Donc voilà, les effets vont être multiples à différentes échelles, à différents niveaux. Je pense que le niveau d'interaction va baisser, la biodiversité va baisser. Il y avait une biodiversité qui va être remplacée, parce qu'il y a des espèces invasives qui se mettent en place. Ça, c'est un point qu'on voit tout de suite. On est dans une région, le moustique-tigre, bon, c'est pas dans les sols, mais on voit bien que je pense que tout le monde a un impact direct sur les populations. Donc on a effectivement des remplacements de biodiversité. Et donc l'idée, par exemple, et là je reprends ma casquette IRD parce que je travaille dans les milieux tropicaux, de savoir comment ça se passe dans d'autres latitudes qui nous permettent un peu d'avoir un effet sur le futur. On sera en gros comme Casablanca bientôt, donc de savoir ce qui se passe à Casablanca en termes de biodiversité, ça peut nous donner une idée de ce qui se passera en Occitanie, quoi. Marie-Thou Guirez, sur cette question du réchauffement climatique, toutes les cartes que vous avez projetées tout à l'heure, j'imagine qu'elles sont autant de photographies qui permettront de faire une analyse comparée avec les années à venir. C'est prévu, ça? Si on peut vous donner un micro, Monsieur Broman. Pas vraiment, parce que vu le travail que c'est, je pense qu'on ne va pas forcément refaire ça. Non, parce que justement... ces cartes-là, elles sont applicables aussi dans le cas d'un changement climatique. Par contre, sur le quoi je voudrais insister, c'est effectivement, on a vu que le grenier à blé de la région Occitanie, il est plutôt dans la partie occidentale. Et or, c'est quand on regarde les modélisations des sécheresses à venir, malheureusement, c'est cette partie-là qui va être le plus impactée. Donc c'est là qu'on a les sols les plus profonds et c'est là qu'on va avoir du mal justement à trouver de l'eau. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on raisonne différemment, qu'on aille plus vers des cultures vivaces. Je ne sais pas, je n'ai pas forcément la solution, mais avoir conscience que ça va être compliqué. Ouais. Didier Barral, pour le mot de la fin de cette table ronde, puisqu'on est arrivé au temps qu'il est imparti pour cette table ronde. Est-ce que vos modes de production que je qualifierais donc alternatifs ou iconoclastes, ça dépend comment on les positionne, est-ce qu'à votre avis, vous vous sentez plus résilient par rapport au réchauffement climatique que certains de vos confrères qui font l'agriculture traditionnelle? Concrètement, est-ce que vous pensez que le fait de produire donc plus quali, avec donc des modes de production un petit peu alternatifs, vous met plus à l'abri des évolutions du climat que les autres? La réponse n'est pas évidente, a priori. Non, ça serait prétentieux de dire oui, d'abord. C'est pas prétention, je vous demande juste votre avis, Par a contre, priori. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la plus mauvaise des érosions, c'est l'érosion solaire. Donc ça veut dire que si un sol est à nu, le soleil va brûler et il va cuire la terre. Donc la terre avec l'argile, avec l'humus, ça s'accroche plus, quoi. Et à la première pluie, au premier coup de vent, comme la terre est devenue pulvérulente, elle s'en va. Donc si on veut conserver nos sols avec le réchauffement climatique, il faudra de l'ombre. Ça c'est certain. Donc mettre des arbres dans les vignes, on a essayé. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des arbres qui ne s'aiment pas. Et c'est comme tous les animaux, il y en a qui mangent d'autres, etc. Donc il faut savoir quelle essence mettre. A priori, il y en a une qui se met depuis longtemps, c'est le pêcher. Parce que les pêches de vigne, ça a toujours existé. Mais il y en a sûrement d'autres. Lui, il ne fait pas trop d'ombre. Mais effectivement, ça va devenir compliqué, quoi. Alors nous, on a planté des arbres autour des vignes, beaucoup. On a fait à peu près 7000 arbres, on a planté autour des vignes. Donc en fait, on casse la monoculture pour essayer de créer une mosaïque. Donc la haie, elle a plusieurs fonctions. Elle ralentit le vent du nord qui assèche les sols. Elle permet de faire des corridors pour les sauves-souris qui viennent prédater notre fameux ravageur, le petit ver de grappe, qui est un papillon nocturne. Elles amènent aussi certains oiseaux qui viennent nicher et après qui viennent dans la vigne pour manger ce ver de grappe, etc. etc. Mais on plante un arbre et le résultat, c'est dans 20 ans. Donc comment dire aux gens de planter des arbres s'il y a des résultats dans 20 ans?
C'est ça le problème. La solution, on la connaît à peu près, quoi. Mais qui va planter des arbres pour avoir des résultats dans 20 ans? Comment? Oui, oui, mais c'est... Des essais à long terme en agroforesterie qu'on a déjà montré justement sur la vigne. À l'Estaing-Clière, pas loin d'ici. Oui, mais le vin, il n'est pas bon. Je suis d'accord. Ah oui, non, mais... Ben si, justement, parce que c'est pas que ça n'a rien à voir avec les arbres, c'est que s'il n'est pas très bon, ça encourage personne de le faire, vous comprenez? Et donc, oui, j'y suis allé là-bas, et oui, non, mais c'est... Il y a des essais aussi avec des panneaux solaires pour faire de l'ombre sur la vigne maintenant. Oui. Ouais, après, il faut arrêter de réfléchir, hein, parce que sinon, on va faire n'importe quoi. Hein. Ah ouais. Mais non, mais les arbres, c'est une solution, mais il faut qu'on trouve les arbres adaptés, il faut les mettre, mais il faut savoir que les résultats, c'est dans 20, 30 ans. Donc, nous, ça nous a coûté 80 000 euros, et encore, on les a arrosés, je ne compte pas la main-d'œuvre. Et qui a envie d'investir 80 000 euros et qui n'est pas sûr qu'il y ait des résultats, et s'il y en a, ça sera dans 20 ou 30 ans. Alors, heureusement, on a été subventionné. Mais si on n'est pas subventionné, même en étant subventionné, il n'y a pas grand monde qui le fait, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Mais les solutions, elles y sont. C'est comme après, on parlait de la matière organique. Pour la mettre, c'est très long, c'est très compliqué, quoi. Il faut du temps, quoi. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que tous, à votre niveau, vous faites des recherches sur le court et sur le long terme, effectivement, pour améliorer la situation. Pour terminer cette table ronde, Alain Baumann me dit qu'il a une annonce à faire, donc je passe tout de suite. Enfin, vous pouvez prendre le micro, d'ailleurs, qui est juste à votre gauche. Oui, donc je voulais juste annoncer un autre événement qui va se passer en Occitanie, donc chez ma collègue à l'ENSAT, du 1er au 5 décembre, il y aura les Journées mondiales des sols. Donc je vous invite, si vous êtes dans le coin, à venir voir, parce que ça sera des journées avec différents événements. Il y aura sur ces 5 jours une fresque du sol qui est en train d'être montée. Et c'est une fresque qui me permet vraiment de mieux cerner tous les enjeux qu'il y a autour du sol, justement en termes de fonction, de services écosystémiques, de menaces. Il y aura aussi des journées spéciales jeunes, il y aura des journées découvertes des sols pour le grand public le dimanche. Il y aura aussi une rencontre avec les agriculteurs. Et donc là, on a besoin effectivement de chercheurs et d'agriculteurs pour, effectivement, on va essayer de faire des fosses communes ensemble pour regarder les fosses communes, c'est pas le beau mot. Ah oui, c'est pas mais c'est de faire des fosses de sol. Ouais, ça, des problèmes du sol, ça, c'est aussi là où on enterre les gens et donc c'est un problème. Mais donc voilà, on essaiera effectivement de mieux jouer cette interaction avec les agriculteurs, parce qu'il y a du boulot à faire, on dirait. Donc voilà, donc c'était, comme je suis aussi administrateur de la FES, c'était un petit point. Très bien. Sinon, donc, Sophie va me... C'est pas qu'à l'ENSAT. c'est pas que à l'ENSAT. C'est pas qu'à l'ENSAT. Oui, tu as raison. Au musée. C'est au muséum. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben écoutez, l'annonce est faite. Merci Voilà, beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et donc, bonne continuation dans les ARB. Merci à vous.